Bien, bonjour à tous. J'aimerais parler de la luminescence des nanocristaux de silicium. Donc pour ça, je vais d'abord détailler un peu ce que c'est que la photoluminescence, comprendre un peu comment ça marche, avant d'étudier le cas précis des nanocristaux de silicium, pourquoi eux et qu'est-ce qu'ils apportent par rapport à la luminescence standard de n'importe quel matériau qu'on connaît déjà, comme les LED ou autres. La photoluminescence, c'est assez simple finalement si on va essayer de prendre un matériau et de le stimuler, alors par impulsion lumineuse, par chaleur, par onde, peu importe. Finalement, là, par exemple, l'exemple qu'on a ici, c'est un atome avec deux électrons. On envoie une impulsion où l'électron monte d'une orbite, une orbite de plus haute énergie, et il se désexcite en réémettant un photon porteur de la différence d'énergie entre les deux orbites. Alors sur un cristal, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il n'y a plus un atome, il y en a une quantité absolument incroyable. Et alors les électrons vont participer à la liaison chimique. Les électrons de la bande de valence. Donc ça c'est ce qu'on voit sur le diagramme de gauche, la bande du bas, celle qui remplissent de gris. Alors quand la bande de valence est remplie, tant mieux, de toute façon elle l'est toujours. Et il y a la bande au-dessus qui est la bande de conduction qui correspond à des états d'énergie excités. Alors quand elle est vide, c'est qu'on a affaire à un isolant ou un semi-conducteur. Et quand elle est quand il y a des électrons dedans, c'est qu'on a affaire à un métal. Alors, cette différence d'énergie entre la bande de valence et la bande de conduction, elle est plus ou moins importante. Si elle est faible, on pourra parler de semi-conducteur. Notamment, on va aussi parler de gap, donc c'est simplement la différence d'énergie, directe ou indirecte. Sur l'exemple que vous voyez maintenant, le gap est indirect car la plus petite différence d'énergie est de 0,9 volts, et elle se situe pas, elle est pas alignée sur le maximum de la bande de valence. Donc ici, là, l'exemple que vous avez ici, l'arsénium de gallium, le gap est direct. On voit bien que le minimum correspond au maximum en termes de vecteur d'onde. Donc, pour se désexciter, il y aura juste à envoyer un photon. La conservation de K est intrinsèque. La conservation du vecteur d'onde est intrinsèque. Maintenant, sur l'autre cas qu'on avait avant, il fallait émettre un photon et aussi un phonon pour conserver l'impulsion. Donc il y a conservation de l'énergie et conservation de l'impulsion. Ça, c'est forcé. Et c'est beaucoup moins évident de passer par un gap indirect, forcément. Là, le silicium, vous voyez qu'on a un gap très généreusement indirect. Donc, comme je le disais, c'est pas évident d'obtenir une transition radiative, donc une émission de photons, dans ce genre de situation. Donc le matériau en soi ne sera pas très photoluminescent. Alors, pourquoi est-ce qu'on va en arriver au silicium ? Eh bien, parce que c'est un matériau qu'on sait produire très facilement et qu'on pourrait intégrer dans des puces, dans des composants électroniques à foison, par opposition à d'autres LED, comme l'arsénium de gallium, qui eux sont plus coûteux à fabriquer parce que le gallium est cher et l'arsénure, c'est arsenic, hein, c'est toxique. Donc voilà. Bon, on a plusieurs techniques maintenant pour faire des LED, mais avoir des LED en silicium, ce serait merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'apportent les nanocristaux de silicium ? Alors, avec les nanocristaux, on va réduire dans l'espace réel et donc élargir dans l'espace réciproque, dans l'espace des cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les fonctions d'onde vont commencer à se superposer. Il va y avoir le maximum de la bande de valence qui va voir petit à petit le minimum de la bande de conduction et il pourra y avoir transition radiative, ou du moins la probabilité en sera largement augmentée. C'est ce qui va se passer, on va créer des nanocristaux au sens propre, on va les stimuler et ils pourront, par leur petite taille, réémettre de la lumière. Alors, qu'est-ce qui fait ça en fait ? C'est donc, comme je l'ai dit, l'idée de la transformée de Fourier, hein, c'est on réduit dans l'espace réel. Ça tient aussi au fait que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était valable pour un cristal infini. Là, on est dans le cas du cristal fini, donc ça peut marcher. Par ailleurs, il y a une autre implication au cristal fini. Il faut s'imaginer que là, on a un bloc de silicium extrêmement petit, mais autour vont s'agréger d'autres éléments, notamment en général c'est de l'oxygène qui vient se mettre sur la surface du silicium et qui vont générer des états de surface. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura la transition radiative, peut-être qu'au lieu de faire la transition directement de la bande de conduction à la bande de valence, on va passer par un état intermédiaire que serait celui de l'oxygène par exemple. Donc plus la surface est, comme les cas des nanocristaux, augmentée, plus il y aura de chances d'avoir ces états de surface. Alors la préparation de ces nanocristaux, on prend un wafer de silicium, un wafer c'est une couche extra fine qui est utilisée pour les composants, et on réalise une attaque acide dessus.
Alors, ce qu'on pourra faire, c'est soit simplement arracher des morceaux et avoir une structure qui se dégage comme ici, ou alors après gratter cette structure, on aura des petits morceaux qui seront en suspension qu'on pourra venir bombarder sur un nouveau buffer pour avoir une nouvelle couche. Et enfin, pour info, un nanocristal, c'est environ 1000 atomes, mais très variable, hein. On n'a pas de contrôle précis sur la fabrication des nanocristaux. Alors nous, ce qu'on a cherché à mesurer, en fait, c'était les propriétés de la luminescence, c'est-à-dire quelle longueur d'onde, avec quelle intensité, et comment ça varie au cours du temps. Donc voilà, on produit une impulsion lumineuse par laser, que l'on va filtrer pour avoir vraiment une lumière la plus pure possible, et on l'envoie sur notre échantillon. Alors, ça c'est une photo prise en exposition assez longue, puisqu'on fait ça dans le noir accessoirement, et c'est une très jolie photoluminescence orangée. Cette photoluminescence, on l'envoie directement, alors d'abord dans un monochromateur, on va disperser la lumière pour avoir les longueurs d'onde réparties en X, comme là ce joli arc-en-ciel, et ensuite dans une caméra à balayage de fente où la lumière est convertie en électrons. Ces électrons vont être envoyés en haut ou en bas grâce à un champ électrique. Ce champ électrique est synchronisé avec les pulses du laser, de sorte que on aura en hauteur le temps et en largeur les longueurs d'onde. Fatalement, bon, simplement après le phosphor scan, ce que vous voyez ici, c'est que les électrons sont reconvertis en photons et capturés par une caméra CCD. Mais globalement, l'idée qu'il faut retenir, c'est que on pourra obtenir ce genre d'image avec, là en hauteur, en Y, le temps. Donc là, on voit que le pulse arrive en haut et qu'il décroît petit à petit, et on a en largeur la longueur d'onde. Et fatalement, le nombre de coups, ici c'est représenté par les couleurs, le nombre de photons incidents, c'est l'intensité lumineuse évidemment. Donc là on voit que sur cette fenêtre de 10 nanosecondes, on a vraiment une majorité de bleu, donc on devrait voir du bleu. Pour autant, quand on prend une fenêtre d'acquisition plus grande, de 2 microsecondes, ici on voit qu'on a une dominante orangée, celle qu'on voit à l'œil humain. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il va y avoir, ce qu'on voit à mon avis sur les 10 nanosecondes, c'est vraiment la photoluminescence pure. Ça, voilà, ça c'est le graphe des coups. C'est la luminescence pure. Et 2 microsecondes, c'est peut-être des états de surface résiduels ou autres. Et notamment, ce que je voulais encore ajouter par rapport à ça, c'est que j'ai dit que ça dépendait de la taille quand on réduisait dans l'espace réel, mais ça va vraiment dépendre énormément de la taille. Les nanocristaux n'ont pas un contrôle extra fin sur la taille des nanocristaux. Donc finalement, la moindre variation de taille entraînera une variation dans la longueur d'onde, ce qui ferait qu'on aura un spectre discontinu. Voilà, donc on a vu que ça marchait pas mal cette luminescence. Maintenant, reste à réussir à l'intégrer à des systèmes plus complets de composants électroniques, puces et autres. Voilà, je vais rajouter quelques liens pour ceux qui veulent compléter, et j'espère que ça vous a plu, et rendez-vous bientôt sur xm-studio.com. Allez, ciao!